Bonjour à tous. Donc, comme promis hier, aujourd'hui, on va regarder le texte de Descartes qui est à la page 78 de vos manuels, ou pas pour Descartes, mais pour essayer de tracer d'une certaine manière une sorte de constante dans la philosophie, à savoir cette constante dont nous avons vu hier une espèce de point de départ assez redoutable, avec Épicure. Alors, le texte que vous avez sous les yeux, pardon, vous voyez qu'au départ, il est question de ma troisième maxime. Alors, petit réflexe simple, que sont les deux premières? Alors, ce texte est tiré de la troisième partie du discours de la méthode. Dans cette troisième partie, eh bien, ma foi, Descartes se dit « je vais bien essayer de reconstruire toute la connaissance à partir de moi-même ». Bon, mais il y a quand même un petit problème pratique, c'est que le temps que je reconstruise tout ça, bah, ma foi, il faut bien vivre. Et donc, à ce moment-là, c'est la troisième partie du discours de la méthode. Descartes se dit, bah, comme il faut bien vivre, il faut bien que je me bricole une morale en attendant. Parce que, je vous l'ai déjà signalé, mais le projet cartésien, ce n'est pas seulement de reconstruire toute la connaissance, mais de reconstruire l'existence entière à partir de cette fichue méthode et à partir de ce désir de certitude. On va voir en quoi ce désir va jouer. Et donc, dans le discours de la méthode, Descartes fait une pause d'une certaine manière en se disant, bien, je vais entreprendre cette reconstruction du savoir à partir du désir de certitude, mais entre-temps, comme il faut bien vivre, eh bien, je vais me donner une morale par provision. Une morale par provision. C'est-à-dire que avant et en attendant de pouvoir faire avec la morale ce que je compte faire avec la connaissance, c'est-à-dire fonder la morale sur la certitude de mon existence, moi je suis, moi j'existe, et non pas cogito, parce qu'alors, oui, petite parenthèse, j'ai encore trouvé dans vos copies, je trouve encore cette espèce de tarte à la crème, Descartes, le cogito. Mais oui, je sais bien, sur Internet, il n'y a que ça. Mais nous avons passé quand même quelques temps sur Descartes, et je vous ai fait remarquer que dans le texte que vous avez des méditations, il n'y a pas le cogito, il y a cette affirmation, moi je suis, moi j'existe. Et je vous avais fait remarquer que le problème, c'était ce « moi » emphatique. Alors, j'arrête parce que je vais devenir méchant. Ce « moi » emphatique, c'est précisément celui qui est sujet de cette morale par provision. Moi qui suis, moi qui existe, eh bien, moi, il faut bien que je sois et que j'existe en attendant de pouvoir fonder les critères, on va dire, certains de la morale, comme je vais fonder les critères certains de la connaissance. Alors, cette morale par provision, chez Descartes, ce qui est assez étonnant, c'est qu'elle va rester par provision jusqu'à la fin de sa vie. Il y a une lettre à Élisabeth qui date de la fin de la vie de Descartes, où Descartes parle toujours et encore de cette morale par provision sur laquelle il n'est jamais revenu. Bien, alors, quelles sont les trois règles morales, on va dire? Première règle morale, la première était d'obéir aux lois et aux coutumes de mon pays. Je ne sais pas si elles sont bonnes. Je ne peux pas encore le savoir. Bon, mais comme c'est par provision, en attendant mieux, bah je vais faire comme tout le monde, quoi. Je vais faire ce qui doit être fait dans les coutumes de mon pays. Première règle. Deuxième règle, ma seconde maxime,
euh, était d'être le plus ferme et le plus résolu en mes actions que je pourrais, et ne suivre pas moins constamment les opinions les plus douteuses. On est dans une morale par provision. Donc, je vais essayer de me tenir à ce qui me semble le moins douteux. Il y a des principes dont je ne sais pas s'ils sont certains, mais en tout cas, je peux dire qu'ils sont bof. Puis il y a des principes qui sont moins que bof. C'est-à-dire qu'il y a des principes qui sont douteux immédiatement. Bon, ces principes-là, je les enlève. En revanche, ceux qui me semblent, avant toute forme d'analyse et avant toute fondation, on va dire, ceux qui me semblent les moins bof, ma foi, je vais m'y tenir. Et donc, je vais essayer de ne pas papillonner de droite et de gauche, d'opiner selon des sentiments, des émotions, tout ce que vous voulez. Je vais essayer de me tenir le plus fermement possible à ce que je considère par provision, à ce que je considère être le moins bof. Vous voyez, là, Descartes, on est tout à fait en bas de l'échelle. Hein. Et enfin, troisième maxime, donc celle qui est un peu développée par le texte que nous allons essayer de regarder. Troisième maxime, tâchez toujours plutôt à me vaincre que la fortune et à changer mes désirs que l'ordre du monde. Oui, Descartes n'est pas vraiment un révolutionnaire. Ce n'est pas avec lui que le grand soir va arriver. Ça, c'est certain. L'idée de Descartes, là, et nous allons bien maintenant plonger dans le texte. L'idée de Descartes, c'est premièrement, tâcher toujours plutôt à me vaincre que la fortune. Ma foi, je peux désirer je ne sais quoi. Il se trouve que les faits sont les faits. Et donc je ne vais pas vouloir transformer le monde tel qu'il m'est donné dans la morale. Dans la morale, ça ne veut pas dire que je connais le monde, ça, hein, attention. Je ne connais rien du monde à ce moment-là dans le discours de la méthode. Ce fameux cogito n'arrivera que bien plus tard. Je ne sais rien. Je ne sais rien. Ce que je sais, la seule chose dont je puisse faire l'expérience, aussi douteuse soit-elle, eh bien, ma foi, c'est que s'il y a un mur dans mon bureau et que je veux sortir de mon bureau, c'est peut-être pas trop la peine de penser que je vais pouvoir traverser le mur. Si j'ai une porte à côté, je vais ouvrir la porte et sortir du bureau. C'est pas plus intelligent que ça. Tâchez plutôt à me vaincre que la fortune. La fortune, c'est au XVIIe siècle, c'est ce qui arrive, c'est ce qui relève d'un avenir proche, etc., etc. Bien, je ne vais pas imaginer des tas de trucs pour pouvoir passer par le mur de mon bureau alors qu'à côté j'ai une porte. Bon, je peux désirer ardemment pouvoir franchir les murs. Oui, ça je peux. Mais ma foi, tant que j'ai ce corps mortel, ça ne marche pas. Avec mon corps glorieux dans la résurrection, ça va marcher, oui, mais ça, c'est une question de foi. Dans ce monde tel qu'il est, mon corps est tel que je ne peux pas traverser un mur. Par contre, je peux aisément ouvrir une porte et passer par le seuil de cette porte. Voilà, c'est... Vous voyez, on n'est pas dans la grande spéculation, là. Hein. Et donc, deuxième point, changer mes désirs que l'ordre du monde. Le monde est ce qu'il est. J'habite ce monde avec mes désirs, mais ces désirs, parfois, sont en contradiction
avec le monde tel qu'il est. Le monde tel qu'il est, pour l'instant, je ne le connais pas, je précise, il faut garder chez Descartes le déroulé, on va dire, le déroulé de la pensée. Là, quand nous sommes dans la troisième partie du discours de la méthode, nous n'avons pas de monde, nous n'avons pas de certitude, nous n'avons rien. Nous sommes en train de fonder une morale par provision. Nous sommes en train, non pas de fonder, là ma langue a fourché, nous sommes en train de nous dire dans quelles conditions minimales nous allons pouvoir entamer ce parcours de la pensée jusqu'à la certitude. Ça, c'est les conditions de vie minimales. Les conditions de vie minimales, c'est de me dire que le monde est ce qu'il est. Je ne le connais pas. Je ne sais pas mais je ne sais même pas s'il y en a un. Ce que je sais, c'est que quand j'ai essayé de franchir le mur sans passer par la porte, ça s'est mal passé. Bon. Donc, plutôt que de désirer ce que le monde ne m'accordera pas, ou ne m'accordera peut-être pas, ma foi, je vais changer mes désirs. Je vais désirer passer par une porte plutôt que par un mur. Alors, en quoi est-ce que ce texte peut nous intéresser? D'abord, par cette espèce de réalisme. Descartes n'est pas un ange, il le sait et il en prend la mesure. Et nos désirs sont des désirs qui doivent être saisis dans la réalité qui nous entoure. La fin de ce petit texte est très importante parce que, j'allais dire, elle est très importante pour nous qui essayons d'apprendre, vaille que vaille, à réfléchir. Nous ne désirons pas davantage d'être saints, étant malades, d'être libres, étant en prison, que nous faisons maintenant d'avoir des corps d'une matière aussi peu corruptible que les diamants, ou des ailes pour voler comme les oiseaux. Mon désir, dès lors qu'il est proprement humain, c'est un désir qui doit, pour être réaliste, rester dans le cadre de la condition humaine. Alors, là aussi, vous êtes quand même assez doué pour en sortir de cette fichue condition humaine. Le désir en tant que tel, c'est un désir d'homme, c'est pas un désir d'ange. C'est pas le désir de Dieu. Le désir de l'homme, c'est un désir qui doit rester, qui est proprement humain, et donc qui ne se réalise que dans les limites de notre condition humaine. Eh bien oui, nous sommes un corps. Nous sommes un corps mortel, nous sommes un corps périssable. Oui. Et c'est ce corps qui désire. Et il va désirer dans la limite de sa constitution physico-chimique. C'est bête comme tout, mais ça marche. De même, tout ce qui va relever d'un désir réel, on va dire, d'un vrai désir d'homme, c'est un désir qui va être constitué dans cette condition humaine. Qu'y a-t-il derrière ce texte de Descartes? Eh bien, il y a ce que Descartes va appeler l'imagination. Il y a ce monde imaginaire dans lequel nous nous projetons, et quand nous nous y projetons, eh bien, nous ne sommes plus des hommes. Quand nous nous y projetons, nous sommes dans un monde qui est sans consistance, nous sommes dans un monde qui n'est pas le monde dans lequel nous vivons, nous sommes dans un monde fantasmé et non plus dans un monde réel. Donc le désir en tant que tel, le désir ne va être proprement humain que s'il est un désir dans ce monde. Dans ce monde, s'il est un désir qui est un désir proprement humain et non pas
et non pas un désir comme pourrait être ceux d'un ange ou comme pourrait être le désir de mon poisson rouge que je n'ai pas d'ailleurs. Le poisson rouge dans son bocal n'a pas forcément le désir de sortir du bocal et d'être, je sais pas moi, un mammouth ou un dinosaure. Non, il est ce qu'il est. Eh bien, nous soyons ce que nous sommes. Soyons ce que nous sommes. Il y a derrière ça deux choses que nous devons pointer parce que ça va nous servir plus tard. Premièrement, il y a positivement, j'entends, il y a cette humilité de Descartes de dire, ben voilà, je suis ce que je suis, un petit bonhomme, j'ai pas encore fait tout le parcours pour fonder la connaissance, le savoir, etc. Donc humblement, je vais rester à ma place. Alors ça, c'est capital. C'est capital. Pourquoi? Parce que il y a une espèce de désir philosophique mauvais. C'est le désir de la pensée d'aller plus vite que la pensée. Bon, la réflexion, le désir de connaissance, etc., eh bien, c'est un désir qui est dans le temps et qui donc va devoir prendre en compte cette limite de notre intelligence, à savoir que nous allons devoir passer progressivement par tout un tas d'arguments, de concepts, etc., que nous allons maîtriser plus ou moins. Le désir de connaissance de l'être humain est un désir qui doit gérer ce temps de la connaissance, ces délais de l'interprétation. Et quand je dis délai, ça a une charge existentielle. C'est-à-dire que nous devons accepter humblement ces délais interprétatifs qui font que notre désir de connaître, eh bien ma foi, il est sous le mode d'être toujours reporté à demain, on va dire. Ben oui, c'est comme ça. Alors, deuxième chose négative cette fois-ci, c'est que l'histoire de la philosophie, là nous en avons un exemple avec Descartes, l'histoire de la philosophie va être, de manière très souterraine, va être pétrie, on va dire, par cette idée d'un désir fini qui s'opposerait à un désir d'infini. Voilà, on peut dire ça comme ça. Nous désirons comment dirais-je, nous désirons le savoir absolu, pour parler comme Hegel. Le savoir absolu, c'est la fin de l'histoire. Nous désirons le savoir absolu. Et ce désir du savoir absolu, il est porté par un être, vous et moi, parfaitement contingent, par un être fini, par un être dont les désirs parfois sont des désirs qui n'ont pas grand-chose à voir avec ce désir du savoir absolu. Ben oui, je désire le savoir absolu quand je suis seul dans ma chambre, enfin dans mon bureau, et puis ma foi, quand je sors de mon bureau, je désire qu'il arrête de pleuvoir ou qu'il arrête de faire ce temps sec qui ne permet pas à ma pelouse de pousser. Ah, ben oui, voilà. Voilà la condition humaine. Elle est complètement incluse dans ce paradoxe. Mais dans ce paradoxe existentiel. Je désire à la fois ce qu'il y a de plus sublime, et oui, nous sommes tous portés par ce désir du sublime, de la grandeur, et en même temps, si on fait un peu retour sur ce que nous sommes, ce désir du sublime, de la grandeur, il est porté dans un corps qui est ce qu'il est. Et donc nous sommes à la fois cette espèce de tension vers l'infini et en même temps cette réalité complètement médiocre qui va s'occuper des futilités de l'existence quotidienne. Et donc
Et donc, la tentation du philosophe, la tentation philosophique, et on voit ça tout de suite, dès Platon, chez Aristote, chez Épicure, chez Épictète, etc., etc. On voit ça tout dès la naissance, on va dire, de la philosophie occidentale, mais de la philosophie de sa branche grecque, pas de sa branche biblique, de sa branche grecque, on voit tout de suite apparaître, à travers cette espèce de paradoxe que constitue l'existence humaine, la volonté philosophique de se détacher autant que faire se peut de ces désirs minables, médiocres, qui sont les désirs de l'existence humaine plate, quotidienne, triviale, etc., etc. Et donc le philosophe, et c'est là qu'on rejoint cette espèce d'imagerie ou d'imaginaire, le philosophe, c'est celui qui va s'élever au-dessus de ses désirs. Bon, non, non. Si la philosophie, c'est humblement cette volonté d'essayer de comprendre ce qui fait l'existence humaine, ce qui fait la condition humaine, eh bien, il faut que nous considérions que cette espèce de volonté de retrait, comme si nous n'étions pas des hommes, comme si seul valait cette tension, ce désir d'infini, de perfection, blablabla, ben, nous devons considérer que ça précisément, eh bien, c'est une tentation de l'intelligence philosophique. Et c'est une tentation à laquelle nous allons essayer, dans les jours qui viennent, nous allons essayer de résister. Alors, fort heureusement, nous avons une deuxième tradition, qui est la tradition biblique, qui, elle, au contraire, va dire que ce désir d'infini est infiniment bon, mais qu'en même temps, ce désir d'infini est porté par un être de chair et de sang, par un homme, oui, pas par les anges, est porté par un être de chair et de sang, et qui va vouloir introduire dans ce désir d'infini cette quotidienneté minable pour l'esprit philosophique, mais précieuse, excusez-moi, je cite un psaume, ça me vient comme ça, mais précieuse aux yeux de Dieu. Donc voilà, nous allons résister à cette tentation philosophique. À demain.